On vit une époque formidable, non? Des brasiers militaires éclatent à travers le monde, on nous parle de Troisième Guerre mondiale depuis des mois. L'économie n'en finit pas de naviguer de déséquilibre en déséquilibre, et on en arrive même à se demander si notre liberté chérie, celle qui nous sert d'étendard face au reste du monde, ne serait pas, elle aussi, un peu mise en péril. Mais pendant que ces fronts de la peur sous les projecteurs nous tiennent en haleine, un nouveau type de monnaie est en train de se mettre en place, sans tambour ni trompette. Ce sont les MNBC, la monnaie numérique de banque centrale, ou bien CBDC dans le vocabulaire international, pour Central Bank Digital Currency. Ça pourrait presque passer pour un événement anodin, être vu comme une simple mise à jour de nos cartes de crédit. Sauf que ces nouvelles monnaies seront aux mains d'une banque centrale toute puissante, avec le super pouvoir de traçabilité et de gestion conditionnelle des transactions que permettent les nouvelles technologies venues de la crypto-monnaie. Vous voyez le tableau. Dans un sondage réalisé en 2023 par la Banque des règlements internationaux, la BRI, auprès de 86 banques centrales, on s'aperçoit que 94% d'entre elles sont déjà engagées dans un projet de MNBC. Et alors qu'en mai 2020, seulement 35 pays disaient s'y intéresser, 4 ans plus tard, en mai 2024, ce sont 134 pays dans le monde, ce qui représente 98% du PIB mondial, qui se disent concernés par la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale. Je crois qu'on peut parler de tendance massive. Pourtant, ce sujet qui est au cœur de multiples conjectures n'est pas abordé partout de la même manière, et il fait face à des oppositions de toute nature. Il n'y a donc pas de place pour le manichéisme ici, ce serait trop facile. Mais on peut dire, en revanche, que c'est là que commence la lutte entre les suspicions de dystopie des observateurs et les déclarations de bonnes intentions des instances officielles. Alors, avant de s'alarmer et d'alimenter le climat de peur qui nous est servi matin, midi et soir, on vous propose plutôt de faire un tour d'horizon complet de ce sujet particulièrement épineux des MNBC, de mettre en lumière les enjeux et de regarder tout ça sous l'angle de la confidentialité. On va déchiffrer ce qui se joue réellement derrière ces projets naturellement anxiogènes. Ça vous permettra de mieux comprendre l'avenir que nous préparent ces stablecoins d'un type nouveau. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenions à vous inviter à souscrire à notre newsletter. Chaque semaine, nous choisissons pour vous les actualités les plus importantes. Nous vous présentons un projet ou une personnalité crypto et nous vous proposons une analyse pour vous aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des marchés. La newsletter est 100% gratuite et arrive dans votre inbox chaque jeudi matin, alors abonnez-vous, le lien est en description. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Ce qui est certain, c'est qu'avec les MNBC, on est aux antipodes de l'état d'esprit qui régnait à l'origine des crypto-monnaies, très loin d'un projet décentralisé et soumis à une gouvernance partagée. L'histoire raconte que c'est le projet Libra, la monnaie avortée de Facebook, qui a incité de nombreuses banques centrales dans le monde à intensifier leurs efforts sur le chemin d'une monnaie numérique. Que ce soit pour favoriser l'inclusion financière ou pour soutenir le commerce et les échanges numériques, les raisons pour lesquelles les MNBC sont actuellement développés partout sont multiples. Ça souffle fort et c'est essentiellement parce que ces grandes institutions voient poindre à l'horizon la concurrence des cryptos privés. Par voie de conséquence, c'est aussi un moyen de faire face à un risque de fragmentation des moyens d'échange, à la réduction de l'hégémonie d'un pouvoir centralisé et à l'affaiblissement de la souveraineté monétaire. Rien que ça. On précise que ce scénario alarmiste, c'est directement le FMI qui le diffuse et c'est largement sous-entendu dans le rapport de la BRI de 2023. Pour en savoir plus, on est allé sur le site du Forum économique mondial, qui semble lui aussi très impliqué, pour savoir comment il présentait les CBDC. D'après eux, la principale différence entre les CBDC et les crypto-monnaies est que les CBDC sont émis et garantis par une banque centrale, ce qui offre aux consommateurs une protection garantie, même si certaines inquiétudes subsistent quant à la protection des données et à la confidentialité en ligne. C'est assez simple finalement. Une monnaie numérique de banque centrale est une crypto, une stablecoin, qui aurait l'avantage d'avoir une stabilité garantie, mais avec aussi à la marge un léger risque concernant la confidentialité. On voit que même à minima, il est difficile de ne pas évoquer l'éléphant dans le salon que représentent les MNBC pour la vie privée. Cruel dilemme donc. Car les banques centrales doivent coûte que coûte réussir à imposer ce nouvel outil monétaire, malgré une impopularité et une méfiance accrue de la part des populations. Difficile de nier l'évidence, les MNBC, par leur nature technologique ultra centralisée, sont assimilés à une arme par destination, pouvant porter atteinte à la confidentialité des transactions. Et c'est même probablement plus dangereux que ça, on le verra tout à l'heure.
Pour confirmer cette hypothèse d'une MNBC créée avant tout en réponse à la menace des cryptos privés, on a retrouvé un entretien entre Christine Lagarde et un faux président Zelensky. As I said, I don't want Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a currency that would take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. Celui-ci l'a questionné à ce sujet et Madame Lagarde a parfaitement confirmé. We have to be ready. Il s'agit bien d'une course contre la montre face à la montée des cryptos, et particulièrement face à l'utilisation croissante de stablecoins comme l'USDT ou l'USDC, et d'autres, des nouveaux qui pourraient émaner d'une plateforme de GAFAM. La régulation d'une part, les MNBC d'autre part. Voici les deux remparts qui se mettent en place. On est donc plus sur un projet existentiel que sur un simple renouveau monétaire. Car ça devrait à terme protéger les monnaies fiat du danger, pas immédiat certes, mais très concret, d'un remplacement par une monnaie privée, par un stablecoin devenu si omniprésent qu'il s'imposerait de facto. L'enjeu est donc particulièrement important, avec même un côté cornélien. Mais il n'y a pas que les particuliers qui sont concernés. Dans la multitude d'options pour mettre en place une MNBC, deux grandes catégories émergent. On parle de MNBC de gros, wholesale, et de MNBC de détail, retail. Les deux ne sont pas liés, et certains pays pourraient même choisir de mettre en pratique uniquement l'une ou l'autre. Globalement, une CBDC de gros est utilisée par les institutions financières, principalement pour les transactions et les règlements de banque à banque. Ça réduit les coûts, améliore la rapidité, la fiabilité et ça élimine les intermédiaires. Alors qu'une CBDC de détail s'adresse, elle, au grand public, à vous et moi, pour toutes les transactions liées à l'achat de biens et de services. La mise en fonction d'un tel mécanisme hybride de la même monnaie est une première dans l'histoire de la finance moderne. On peut en percevoir les avantages tels qu'ils nous sont présentés, mais on peut aussi en anticiper les effets pervers comme la création d'une économie à deux vitesses. Par exemple, avoir une dévaluation qui n'affecterait que la MNBC de détail, donc les citoyens et les petites entreprises, alors que la MNBC de gros, elle, ne connaîtrait pas de crise. Difficile aujourd'hui d'imaginer les conséquences à long terme d'un tel fonctionnement, essentiellement du point de vue de la stabilité et de la confiance. Pour comprendre toutes les autres distinctions possibles entre les différents projets de monnaie numérique de banques centrales à travers le monde, on a épluché les nombreux critères définis par la Banque des règlements internationaux. On les retrouve tous répartis entre 4 grands domaines: l'architecture, l'infrastructure, ainsi que le type d'accès et d'interconnexion. Et en y regardant de plus près, on s'aperçoit que chaque initiative possède des caractéristiques qui lui sont propres, adaptées à ses besoins. Et on peut même voir que certains projets de MNBC peuvent adopter des solutions en dehors de la technologie DLT, Distributed Ledger Technology, et de la blockchain. Mais aucun pour le moment n'a choisi le critère, pourtant répertorié, d'un accès totalement anonyme. On parle donc d'un large éventail de MNBC, d'une profusion. Toutefois, bien qu'à l'évidence nous ne soyons pas en présence d'un réel mouvement unitaire, on peut déjà imaginer que cet élan commun vers les MNBC, comme la nuée porte l'orage, va entraîner à l'avenir un besoin de normalisation beaucoup plus structuré et coordonné à l'échelle internationale. Selon l'outil mis à disposition par Atlantic Council pour suivre l'évolution des CBDC dans le monde, on constate qu'actuellement, de l'Argentine au Zimbabwe, la plupart des expérimentations de monnaie numérique de banque centrale n'en sont encore qu'au stade de recherche et développement. Seules 3 sont déjà fonctionnelles, ça se passe au Nigeria, aux Bahamas et en Jamaïque. Ces 3 expériences, lancées entre octobre 2020 pour les Bahamas et le Sand Dollar, et juillet 2022 pour le Jamdex, font toutes face à des défis similaires en matière d'adoption, de sensibilisation et de confidentialité. Mais aujourd'hui, aucun pays labellisé par la BRI comme AE pour Advanced Economies, aucune économie avancée donc, n'a encore franchi le pas. Alors prenons le cas de celui qui nous concerne le plus, le Digital Euro. On en est où? Dans le premier rapport de la BCE sur l'avancement d'un projet d'euro numérique, la Banque centrale européenne de Francfort mentionnait dans ses objectifs la facilitation des paiements électroniques, le renforcement de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, ainsi que la souveraineté monétaire. Mais c'est également un enjeu de cohésion. L'euro numérique pourrait aussi être un moyen de renforcer la zone euro à une période où on voit apparaître les dissensions entre les pays membres. Aujourd'hui, la BCE travaille avec les banques centrales nationales et selon le pays, le projet de l'euro numérique se situe entre le stade pilote et le stade développement. Bien que les choix ne soient pas encore totalement arrêtés, on semble se diriger vers une solution double, avec un euro numérique de gros et un autre de détail. Le projet est prévu pour fonctionner autour d'une architecture mixte, où la BCE émet la monnaie et où les banques commerciales, avec les autres prestataires de paiement, les PSP,
vont devoir gérer les transactions et les comptes des utilisateurs. Le type d'infrastructure, lui, n'est pas encore totalement déterminé. On se dirigerait sans doute vers une infrastructure dite intermédiaire, avec de la blockchain et du réseau centralisé plus traditionnel. La partie identification sera gérée également par les banques commerciales, avec une vérification d'identité de type KYC pour commencer. Mais la BCE pourra suivre toutes les transactions. C'est ce qu'indique le dernier rapport en date. En septembre 2024, la Banque centrale européenne nous confirme que le degré de vie privée lors de l'utilisation de l'euro numérique sera limité. Car, peut-on lire, les transactions devront être tracées pour des raisons de conformité réglementaire. Une volonté qu'avait déjà exprimée Christine Lagarde et qu'on retrouve dans cet extrait. Digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. Cet euro numérique nous est aussi annoncé comme une forme de monnaie qui ne sera pas là pour remplacer notre monnaie actuelle, mais seulement pour compléter les espèces en circulation. C'est bien sûr ce qui se passera. Enfin, dans un premier temps, en tout cas. Le lancement est envisagé à partir de 2026, une date qui coïncide par chance, et je dis ça avec un peu d'ironie, avec la mise en circulation de l'identité numérique dans l'UE. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis par exemple, la situation est sensiblement différente. Et si on en croit Jérémy Allaire de Circle, à l'origine du USDC, il n'y a pas d'effort pour construire une monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Le public est contre, le Congrès est contre, et ce n'est tout simplement pas quelque chose qui semble réaliste. On est donc encore loin d'un dollar numérique sorti sous l'égide de la Fed. Et on pourrait citer quasiment tous les pays du monde. Tous travaillent sur une monnaie numérique institutionnelle. Parmi les plus avancés, on peut nommer la Chine, avec le projet eCNY, un des projets les plus intrusifs aussi. On verra bientôt, fin 2024 normalement, la mise en service de deux nouvelles MNBC, le DREX brésilien et la Digital Rupee de l'Inde. Le Japon et la Russie, eux, sortiront de la phase développement en même temps que l'UE en 2026. C'est encore peu. On se regarde faire et les prochains à mettre en place leur MNBC seront particulièrement observés par les autres. Pour revenir à l'euro numérique, on voit que la question de la protection de la confidentialité est maintenant au cœur du projet. C'est un aspect qui est actuellement mis en avant dans la communication de la BCE, car c'est devenu l'enjeu central pour que l'adoption massive puisse advenir. On retrouve dans le dernier rapport de la BCE datant de cette rentrée 2024 des intentions marquées en faveur de la confidentialité des paiements, notamment en proposant une fonction de paiement hors ligne, même si ce moyen devrait être sujet à des limites de transaction. Il semble que la Banque centrale européenne et ses partenaires soient dans de meilleures dispositions pour protéger les citoyens du syndrome Big Brother. Ce n'était pas exactement la même approche dans les précédents rapports. Ils ont changé en mieux. On s'en réjouit. Mais peut-on leur faire confiance ? Aie confiance, crois en moi. Avant de répondre à cette question, abordons un autre point qui pourrait alimenter notre réflexion sur le sujet des MNBC. Une des plus importantes avancées sur les blockchains depuis la création de cet écosystème, c'est l'utilisation des smart contracts. Mais quand on transpose ce mécanisme dans un scénario tel que celui des monnaies numériques de banque centrale, on imagine sans peine l'étendue infinie de cas de figure contraignants. Avec une monnaie programmable telle que l'euro numérique par exemple, il serait techniquement envisageable de voir des modes d'utilisation, comme la possibilité de restreindre l'usage de vos euros numériques à certains types de produits ou services, l'implémentation de critères d'éligibilité pour une dépense, ou bien pour fixer une date d'expiration des fonds de votre portefeuille d'euros numériques. Autant de cas de figure que la programmation conditionnelle peut engendrer, surtout en s'identifiant via notre identité numérique qui contiendra des données de santé. On peut imaginer le cas d'un utilisateur diabétique qui se verrait refuser le paiement d'un panier de courses où l'on trouverait des sucreries. Pour se rassurer, on va dire qu'on en est encore loin. Mais c'est envisageable. Oui, mais encore très très loin. Ok, mais on peut imaginer quand même. Pas besoin d'en dire plus, je crois. Essayons plutôt de nous tourner vers un avenir moins sombre et voyons si des solutions plus rassurantes existent. Autant dire que ce n'est pas facile. Car effectivement, pour réussir à convaincre à la fois sur l'aspect sécurité centralisée, tout en établissant la confiance sur la garantie de la confidentialité, c'est une quadrature du cercle à laquelle il sera difficile de parvenir pour les banques centrales. Pourtant, une idée a retenu notre attention car elle pourrait permettre d'aplanir certaines suspicions. Il s'agit de OpenCBDC, dans le cadre du projet Hamilton initié par le MIT Digital Currency Initiative. C'est une plateforme open source dédiée au développement des CBDC dans un contexte ouvert, transparent et modulaire qui fait appel à une collaboration internationale.
Pour le moment, plusieurs banques centrales collaborent déjà avec cette plateforme, notamment la Banque du Canada et la Banque d'Angleterre. Rien n'est encore établi, encore moins décidé, mais c'est un rapprochement qui nous donne un peu d'espoir quand même. Cette initiative ou une autre de ce genre pourrait permettre à des monnaies numériques de banques centrales de voir le jour, sans susciter tous les blocages qui pourraient à terme ruiner leur potentiel de réussite auprès du grand public. Rien n'est encore joué, la réussite des MNBC n'est pas écrite dans le marbre, loin de là, et nous avons tous un rôle à jouer pour faire pencher la balance de l'adoption d'un côté ou de l'autre. Il est possible d'envisager que pour faire des MNBC le succès dont les banques centrales ont besoin, car elles sont au pied du mur, elles pourraient être poussées à montrer patte blanche et se tourner ostensiblement vers un système open source. Difficile à croire aujourd'hui, mais pas utopique pour autant. On les voit lâcher un peu de lest et les enjeux sont immenses. Entre la séduction et la contrainte, il faudra que ces institutions trouvent le subtil dosage qui pourra faire gagner leur nouvelle monnaie et leur permettre de garder et leur pouvoir et la cohésion financière de leur territoire. Car de l'autre côté, on a des entités privées qui peuvent aujourd'hui disposer d'une monnaie dans des dimensions internationales. Néanmoins, pas de gentils contre méchants dans cet affrontement. On dirait même que certains géants des cryptos sont déjà prêts à nouer des alliances avec les CBDC, comme c'est déjà le cas avec Ripple et Stellar. Et toujours aucune trace de Satoshi Nakamoto à l'horizon. Quoi qu'il en soit, gardons surtout à l'esprit que l'avenir qu'on nous propose dépendra toujours un peu, beaucoup peut-être, de nos choix personnels avisés. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, faites-en profiter les autres, partagez et parlez-en autour de vous. C'est comme ça qu'on avancera le mieux. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des MNBC, ça nous intéresse et ça nourrit nos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, le lien est en description. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.